Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur T18 et sur Pure Média. Encore et toujours ensemble, on va décrypter ce monde des médias en pleine révolution. Au sommaire de cette 5e émission, 2 femmes et un documentaire très fort mardi soir sur France 5. Le titre, Pourquoi t'as pas d'enfant? Il est signé Enora Malagré et Mireille Dumas y participent. Elles seront toutes les deux avec nous dans un instant. Les cinémas, eux aussi, font leur révolution. Du théâtre en direct, des spectacles, des documentaires. Le ciné se diversifie et tant mieux. On en parlera avec Thierry Fontaine, le patron de Pathé Live. Infos, coulisses, décryptage, Pure Média l'hebdo, c'est maintenant. Bienvenue sur T18, mais également sur Pure Média, le site de référence de l'actu des médias. Vous réagissez bien sûr, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Pure Média. Chaque semaine, un journaliste expert média à mes côtés. Cette semaine, j'ai la chance de recevoir Benjamin Rabier, le patron de Pure Média. Salut Benjamin. Merci Virginie de m'accueillir. Mais je suis ravie, c'est votre première en plus. Oui. Hein, première antenne, ça se fête. J'espère qu'elle sera bonne cette première. Nos invités cette semaine sont 2 femmes, 2 générations et une même envie de raconter, d'éclairer la société. Bonjour à vous deux, Mireille Dumas. Bonjour. Merci d'être avec nous, Enora Malagré. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Pure Média l'hebdo. Alors vous savez, Mireille, on va revenir sur vos 40 ans de carrière. Évidemment, la chaîne YouTube, tout ce qui cartonne depuis toujours avec vous, le fait de raconter, de parler, de se livrer. En quelques années, quand vous le dites. Mais Ah non, mais au contraire, c'est du talent. Et ça, vous savez, durer à la télévision, on le sait, c'est ce qui est le plus difficile. Et Nora, pareil, on va parler de votre carrière, hein, chère Nora, parce qu'on ne se tutoie pas à la télé. Nous, Ah bon? on est comme ça. On va raconter ensemble plein de choses. Mais avant cela, on va parler de ce documentaire choc que vous avez coécrit et co-réalisé d'ailleurs avec Chloé Garel et Nora, et qui sera diffusé mardi soir à 21h sur France 5. Plus que des mots, je vous propose des extraits. Je fais partie de ces millions de Françaises qui n'ont pas d'enfants. Comment je peux apprendre à vivre avec cette réalité? Est-ce possible de transformer cette blessure intime en un nouvel horizon? J'ai décidé d'aller à la rencontre de celles qui, comme moi, auraient tant voulu, mais n'ont pas pu avoir d'enfants. C'était un des trucs les plus durs de ma vie, de dire à Brice, je veux plus qu'on essaye d'avoir des enfants. On a construit autre chose en fait. Ouais, et on vit vraiment notre meilleure vie. Il n'y a pas de regret. Non, pas du tout. En plus d'une quête personnelle, ce film est un manifeste pour la liberté. Des enfants, moi, j'en voulais. Mais mon corps en a décidé autrement. J'ai de l'endométriose, une maladie chronique qui touche une femme sur 10 et qui est la première cause d'infertilité en France. Une maladie qui touche une femme sur 10, dont on parle assez peu, mais surtout ce titre avant cela. Pourquoi t'as pas d'enfant? Est-ce que c'est la question qu'on ne voulait plus qu'on vous pose définitivement? Je ne dirais pas que je veux plus qu'on me la pose, en tout cas, mais je la trouve assez maladroite et intrusive. Par exemple, la question « est-ce que tu as des enfants ?» Ça implique oui, non. Pourquoi tu n'as pas d'enfants? Ça implique, pour celles qui n'ont pas réussi à en avoir, peut-être de réveiller un parcours de souffrance. Et pour celles qui n'en veulent pas du tout, ça les enjoint à se justifier. Et je trouve qu'on n'a pas à se justifier. Comme si c'était la norme, finalement, d'avoir des enfants. Oui, mais c'est vrai que de tout temps, on a l'impression que le destin des femmes était celui d'enfanter, d'avoir des enfants. Non, notre ventre nous appartient et notre destinée aussi. On parle d'une femme sur 10 donc, qui souffre d'endométriose. Peut-être rappeler cette maladie, donc cette maladie gynécologique inflammatoire. C'est assez compliqué de l'expliquer. Hein, en fait, non, ça peut être très simple. Ouais. Je vais faire un petit schéma. Ouais. Donc, ça touche une femme sur 10, c'est une maladie chronique. C'est la première cause d'infertilité en France. Quand on a nos règles, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'endomètre autour de l'utérus. Quand on a nos règles, c'est un tissu qui devient liquide. Ça crée le sang des règles. Et bien, chez nous, ça ne devient pas du liquide au moment des règles. Ça devient un peu comme de la glu qui va se coller à des endroits où il ne faut pas que ça se colle. Et donc, ça crée des douleurs insupportables et ça crée surtout beaucoup d'infertilité. Voilà. Une maladie qui a donc gâché votre vie, hein, vous le dites dans le documentaire, 3 fausses couches, des douleurs infernales, très pénibles au quotidien. Oui, très pénible. D'ailleurs, j'ai fait plus que 3 arrêts naturels de grossesse. Moi, je dis parce qu'il n'y a rien de faux dans la fausse couche. Je préfère changer un peu de verbatim. Une grossesse extra-utérine, etc. Ce qui a créé une obsession, du coup, chez moi, d'avoir des enfants. Mais surtout, l'endométriose, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait à peu près ce que c'est, on en parle, mais ça ne se guérit toujours pas. En fait, là, il n'y a pas de sous pour la recherche.
On nous avait promis à un moment des sous qui ne sont jamais arrivés. Donc le problème, 14 c'est que... millions. Voilà. C'est assez peu, regarde. Ça paye 3 éprouvettes et une location de salle, hein, je vous dis la Et vérité. puis une maladie qui est très difficile à détecter, surtout. Oui, c'est toujours très long de diagnostiquer l'endométriose. On met entre 5 et 7 ans encore. Donc c'est compliqué. Il faut continuer à former les médecins qui nous tiennent un peu la main maintenant. Mais il faut vraiment encore avancer sur ce sujet. Justement, on parlait de la recherche, mais on peut parler de la médiatisation. Vous avez mis 7 ans pour réaliser ce documentaire, parce que c'est encore une maladie taboue. Comment on fait, comment on se bat pour faire parler de cette maladie? Alors, c'est pas un documentaire sur cette maladie du tout. Hein. C'est le point d'entrée, en fait, pour raconter mon histoire. Mais c'est absolument pas un documentaire sur l'endométriose. C'est un documentaire sur les femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants, qui veulent pas d'enfants. En l'occurrence, effectivement, il faut continuer à parler de l'endométriose, oui, parce qu'on n'en parle pas assez. Mais ça, j'avais écrit un bouquin déjà là-dessus. De toute façon, je ne vais pas m'arrêter. Je vais continuer à en parler jusqu'à temps qu'on ait trouvé un remède. Évidemment, et vous avez bien raison d'ailleurs. C'est donc documentaire effectivement qui parle davantage de liberté, de choix ou de non-choix, en l'occurrence pour vous. Une liberté pour vous, Mireille Dumas. Vous avez fait le choix de ne pas avoir d'enfants. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de participer à ce documentaire, de dire oui à Enora? Tout à fait. Et Chloé? J'hésitais, Ouais. parce que je n'avais pas forcément... Envie de vous épancher sur le sujet? Oui, parce que je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours assumé. Je ne fais pas partie de ces femmes qui... J'étais un peu gênée par rapport à Enora, qui parlait justement de cette souffrance, alors que moi, c'est un vrai choix, avec ce non-désir de porter un enfant. En revanche, j'ai toujours eu envie, et j'ai eu cette chance aussi dans ma vie de rencontrer un homme qui avait un enfant, donc que j'ai élevé. Ouais. Donc j'ai eu ce bonheur-là d'être... Belle maman. Oui, en fait, oui. Ce qui est important, c'est l'éducation, c'est ce temps passé ensemble, D'aimer par choix loisirs, aussi, etc. hein. Ouais. Mais je n'ai jamais ressenti ce besoin de porter mon enfant. Aujourd'hui, c'est davantage admis par la jeune génération, la Gen Z, on l'appelle comme ça, où on parle de choix finalement, d'en avoir ou pas. À l'époque, beaucoup moins. Regardez ces images. Je trouve qu'un ménage sans enfant, c'est pas valable. Je trouve ça très mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants. Je pense que c'est un peu égoïste, parce que je crois que dans la vie d'un couple, il faut au moins un enfant. Ça donne un but dans la vie. Elle gâche une grosse partie de son existence et la chose la plus importante de sa tâche dans sa vie. Elle n'a pas envie, elle pense à rien. Elle a rien dans sa petite tête. Elle n'a rien dans sa petite tête, c'est bon ça, non? Mais ce qui est fou, en fait, c'est que ça n'a pas tant changé. C'est que l'injonction n'a pas tellement évolué. C'est-à-dire que ça dépend où on habite et avec qui on traîne. Mais grosso, on entend encore ces injonctions-là. Moi, je reçois des messages de jeunes femmes de 25 ans sur mes réseaux sociaux qui me disent « On m'a encore demandé hier quand est-ce que j'allais avoir des enfants ?» 25 ans. Et en même temps, parallèlement, on demande aux femmes de se mettre à fond sur leur carrière. Et puis, pardon, ça vient jusqu'au niveau étatique, puisque le président de la République, j'en parle dans le documentaire, a parlé de réarmement démographique. Mais enfin, attention les amis, là on va recevoir une petite lettre, vous avez entendu parler de ça, où on va recevoir une lettre du président de la République à partir de l'âge de 29 ans, voilà, où il va vous enjoindre à faire des enfants, ce qui infantilise les femmes, enfin c'est lunaire. C'est pas enjoindre exactement. Moi, je pense que le terme réarmement est vraiment mal et malheureux. choisi. Oui, malheureux. Oui, malheureux. On va dire malheureux. Pour le moins, parce qu'il y a la guerre derrière, on ne fait pas des enfants pour qu'ils aillent sur les champs de bataille. Enfin, tout ça, il y a plein de choses. On comprend le problème qu'il y a aujourd'hui démographique, économique, etc. et tout. Mais le mot est mal choisi, et c'est vrai qu'il ne faut pas que ça soit une injonction. Il faut que ça soit une proposition. Il faut aider les couples qui veulent avoir des enfants et qui ont des difficultés financières. Parce que pourquoi il y a moins d'enfants aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas d'autres. Financièrement, on n'y arrive pas. Financièrement, ces services publics sont en train de Et puis qu'il y a aussi une angoisse. La force de ce documentaire, pourquoi elle n'a pas d'enfant, pourquoi tu n'as pas d'enfant, c'est pas grave. et aussi parce qu'elle permet justement de libérer la parole, elle permet de dialoguer, de débattre justement de toutes ces injonctions dont vous parlez, de la société dans son ensemble. Vous parlez aussi de deuil dans les interviews. Est-ce que vous l'avez vraiment fait, ce deuil, grâce à ce documentaire? Oui, alors moi, ça a été un accélérateur. Ça m'a fait économiser quelques séances de psy, je peux vous dire. Donc oui, moi je suis arrivée au début de ce film, j'étais vraiment au bout de ce que je pouvais encaisser. Moi, j'ai été obsédée par cette idée d'avoir des enfants pendant 10 ans, mais je peux pas vous expliquer à quel point j'ai perdu du temps, à quel point psychologiquement et physiquement, j'étais détruite. Donc j'avais entamé un peu le chemin du deuil, et vraiment ce documentaire a été un accélérateur. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie. J'étais en train d'y laisser ma peau. Donc j'avais besoin des paroles de femmes qui ne peuvent pas en avoir comme moi et qui avaient déjà fait le chemin. Et des femmes comme Mireille, merci encore d'avoir accepté, que j'aime tellement, et de Marianne James ou de Béatrice Dalle, qui elles sont des paroles affranchies, libérées, dont j'avais besoin pour achever ce chemin.
Mardi soir sur France 5 à 21h, le doc « Pourquoi t'as pas d'enfant ?» Plein de points en commun, évidemment, entre vous deux, notamment le féminisme. Alors, l'habitude, on retrace la carrière, effectivement, en 3 photos. Mais là, on va vous proposer 3 femmes inspirantes. Regardez cette première photo. Voilà, vous la reconnaissez forcément. Oui, Gisèle Halimi. Un petit mot, Enora, parce que vous publiez souvent sur vos réseaux des choses concernant cette femme. Oui, pas plus que d'autres, Inspire. mais c'est vrai qu'elle a ouvert la porte. Sans Gisèle Halimi, on n'aurait pas la liberté de manifester, par Et exemple. puis l'avortement aussi, Mireille Dumas, L'avortement, bah évidemment. oui. Évidemment, ça c'est essentiel et important. Moi, ma mère, je reviens à ma mère quand je disais Ouais. Halimi, mais parce que elle faisait partie de ces femmes qui, bien avant l'heure, disaient notre corps nous appartient. Bien sûr. Et effectivement, se battait pour l'avortement. Et moi, je l'ai dit dans le documentaire d'Enora, j'ai pratiqué un avortement lorsque j'étais très jeune. Je ne me sentais pas prête. Et j'en ai gardé un souvenir épouvantable parce qu'on vous le faisait à l'époque, mais vraiment payé très cher. Deuxième photo, Louise Aubéry, qui apparaît là sur ces images. Elle a fait la une donc, de Marie-Claire récemment. Une créatrice de contenu. Vous la connaissez ou pas, Enora? Ça vous parle? Qui propose de nombreuses vidéos justement sur l'acceptation de soi. Ah oui, oulala, ah oui, mais Mireille Dumas. Je connais un tout petit Benjamin peu. Rabier. Oui, bien sûr, elle fait partie de cette nouvelle génération de créatrices de contenu qui permettent de démocratiser aussi le combat des femmes pour se faire entendre. Elle est plus connue sur le nom de Non, mais My si, Better Self. J'avais fait une interview, mais ça s'était hyper mal passé, je me souviens. Ouais, Ah bon d'accord, ouais, ouais. Pourquoi mal passé? Parce que j'ai pas trouvé que c'était très Soror, justement. Ok, bon. Donc, oui, mais je vois qui c'est cette jeune femme. Et très bien, formidable. Allez, troisième photo, une réaction. Et là, forcément, Ah, vous bah, reconnaissez bien ce sûr. visage, celui de Gisèle Pellicot. Un petit mot peut-être sur cette femme qui a fait quand même un choix très très fort, hein, celui de médiatiser quand même ce procès, Oui. de refuser le huis clos. Oui, bah, Mireille Dumas. c'était très, très courageux. Moi, je me suis posé la question. Je me disais, ça me serait arrivé, qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais. Est-ce que j'aurais accepté que cette intimité soit dévoilée dans un débat public, etc. Et tout, c'était quand même... elle a fait avancer énormément... Vous avez été une des premières à parler de violence conjugale dans vos émissions, Mireille Dumas. C'est un point commun que vous avez toutes les deux aussi, de parler de ces violences-là, de parler de la problématique sexiste. Est-ce que c'était une des premières conversations lorsque vous vous êtes retrouvées? Est-ce qu'on s'est dit ça? Je ne crois pas qu'on soit dit ça. Par contre, moi, j'ai crié toute l'admiration que j'avais pour Mireille Dumas, parce que ça a été effectivement une des premières icônes féministes en télé. La première, je pense. On en a parlé. Et je suis hyper... moi, je me réjouis de constater qu'aujourd'hui, en fait, la jeune génération s'en rend compte, se revendique Mireille Dumas, reposte... Non, mais c'est vrai, il reposte du contenu que Mireille avait fourni à l'époque, parce que à l'époque, je ne sais pas si on se rendait bien compte, en fait, du travail que faisait Mireille. Certains, oui, hein, mais je veux dire, c'était vraiment une avant-gardiste. Hein. Bah oui, on va en parler C'est justement. parfois compliqué. Ouais, elle en a pris quand même plein la tête. On va en parler de ces moments pas faciles. Mais Ouais. ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, justement, avec les réseaux sociaux, c'est ça a changé. Eh oui. Ça a tout changé, c'est que ça décuple, on en reparle, etc. Nous, quand on parlait de ces émissions, formidable si c'était repris dans les journaux, Ouais. presse écrite, Oui, un peu télévision, oui, on etc. espérait. Mais Aujourd'hui, on se dit, oh là là. non, mais c'est vrai, ça a tout changé. Donc, pour le meilleur comme pour le Oui. pire parfois. Parfois. On va reparler bien sûr de votre chaîne YouTube Ina. Mais avant cela, l'infomédia de la semaine, ce sont les pures infos remixées par Thierry Dagiral. C'est le coup de gueule de la semaine. Il faudrait prendre conscience qu'effectivement, il y a un problème et qu'il faut légiférer très très vite quand on voit l'évolution de la technologie. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on se mobilise parce que notre métier est en danger. Là, c'est l'acteur et réalisateur Maurice Barthélémy, mais ils sont 4000 acteurs comédiens dans une tribune du Parisien à alerter sur les dangers de l'IA. Gérard Jugnot, José Garcia, Karine Viard, Léa Drucker, Franck Dubosc. Avant eux, les doubleurs étaient partis en guerre aussi. Je pense qu'il faut arrêter ça maintenant parce qu'après, il sera trop tard. Toutes et tous dénoncent ce pillage en règle. Stop au clonage de leur voix ou de leur image par l'IA. Ils demandent un cadre juridique pour les protéger. Ça, c'est pas de l'IA. Ces médias qui sont dans les mains, pour 90% d'entre eux, de milliardaires. C'était lundi la première conférence de presse de Jean-Luc Mélenchon réservée aux nouveaux médias émergents. J'ai toujours été friand de la nouveauté communicationnelle. Premièrement, stabiliser les conditions sociales d'exercice de ces métiers. Les aides à la presse devraient être réservées
aux journaux et aux moyens d'expression qu'en ont besoin. L'objectif de Mélenchon, finalement comme Trump à l'époque, faire exploser le front officiel du parti médiatique. Je ne sais pas si je connais beaucoup d'entre vous. Et il a déclaré que s'il gagnait la présidentielle, l'Empire, Bolloré, Europe 1, CNews, le JDD serait vendu à la découpe ou confisqué. Lui, c'est Alex Vizorek. J'aime bien les cérémonies, j'ai toujours regardé les cérémonies, donc je regardais évidemment les Césars, les Molières, même les 7 d'or, je vais vous dire. Humoriste belge qui officie notamment sur RTL, et c'est lui qui présentera la 37e édition des Molières en avril prochain. J'ai pas le charisme du rôle, ça s'est joué à pas grand chose. Et pour finir sur un malentendu, je l'ai eu, je suis le François Hollande de la présentation. Il avait déjà été maître de cérémonie de cette célébration du théâtre. Sa mission, redresser les audiences de ce rendez-vous qui n'avait rassemblé l'an dernier sur France 2 que 780 000 téléspectateurs. Vous l'aimez dans son portrait de la semaine dans 7 à 8. Douli a une personnalité et un chemin de vie des plus étonnants. Une gaieté si contagieuse, si jubilatoire. Eh bien, vous allez l'adorer dans son nouveau podcast Aura. Audrey Crespo-Mara pour 1 heure d'entretien et une discussion profonde et intime. Première invitée, Florent Pagny. Je pourrais dire première parce que je peux dire que c'est une première. C'est vrai, t'as raison. Première. Et une manière aussi pour TF1+, de se renforcer sur le digital. Pour terminer, un clin d'œil à ce magazine Sphère, 144 pages, 20 €, et un dernier numéro consacré aux humoristes. Et là, je sors la crème matifiante, et rend ton crâne pas shiny. T'en as mis là? J'en ai pas mis là. Bah ça devrait. Ça brille? Ça brille Eh énormément. merde. Et c'est Eric Judor, le rédacteur en chef de ce numéro spécial. Ah bon, tu trouves? On y parle de l'humour sur les réseaux sociaux, l'humour dans les pays en guerre, l'humour des comédie clubs. Eric et Ramzy, que vous retrouvez en ce moment sur Prime Video, tout simplement fan, où ils piègent leurs fans. Voilà pour les infos de la semaine. Et c'était hier soir, donc samedi soir, le lancement de The Voice sur TF1, et c'est l'image de la semaine. 15e saison et beaucoup d'enjeux, hein, mon cher Benjamin. Plus qu'une image, j'avais envie de faire ce retour sur ce comeback de The Voice hier soir sur TF1. Nouveau coach, nouvelle surprise, nouvelles règles et surtout une grande première. Hier soir, Patrick Fiori est venu surprendre les coachs en passant une audition à l'aveugle, totalement incognito. C'est l'année The Voice, j'ai envie de dire. On regarde une bande-annonce de l'émission et on décrypte après. C'est incroyable. Musique. Tu m'as ébloui. Oh là là, la dinguerie. Le pouvoir. Vous me le laissez. Mais qu'est-ce que c'est que cette saison? C'est la première fois, Benjamin, dans l'histoire de The Voice, non? Après 15 ans, donc, qu'une star vient surprendre les coachs? Et oui. Après 15 ans? Ça fait partie de la nouvelle stratégie de TF1 pour relancer la marque The Voice. On le sait depuis quelques années, il y a la Star Academy qui est là. Et les phénomènes Pierre Garnier, Marina, Elena, Marine plus qu'Elena, ont un peu ringardisé The Voice. Donc du coup, chez Ringardisé, TF1... vous allez jusque là, comme télé un peu un peu quand je même. parle, mon pote Nikos, attends. Il fait les deux. Ouais. Du coup, chez TF1, on s'est retroussé les manches, on s'est dit c'est la 15e saison de The Voice, donc on va en faire une saison anniversaire. Résultat, chaque semaine, vous allez voir des surprises à l'antenne et chaque semaine, le but, c'est de faire viraliser l'émission, que des séquences fassent le buzz sur les réseaux sociaux. On a eu Patrick Fiori hier, on va avoir, je peux vous l'annoncer... Lady Gaga. Non, ils ont pas Pas encore, mais on aura des coachs qui vont revenir. Ça serait extraordinaire, Il y aura qui, Benjamin? Louis Bertignac va revenir, ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu sur TF1. Mais ils reprennent les mêmes qui étaient là déjà dans The Voice. Saison anniversaire, il y aura Zazie, il y aura Kenji, il y aura Matt Pokora qui vont revenir le temps d'une soirée, faire des auditions à l'aveugle. Puis The Voice veut aussi rappeler que c'est l'émission qui a révélé le plus de talents devant la Starac ou encore devant de nouvelles stars. Donc tous les anciens talents vont revenir petit à petit. Hier, il y avait déjà Mentissa qui est revenu avec sa meilleure amie d'enfance. On aura le droit à Claudio Capéo ou encore Amir. Amir, ouais. Puis enfin, pour relancer The Voice, il faut aussi rajeunir les audiences et ça passe par Taïk, un petit nouveau dans la famille des coachs. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un phénomène des réseaux sociaux. Plus de 3 millions d'abonnés sur Instagram, plus de 5 millions de personnes qui l'écoutent chaque mois sur Spotify. Une communauté très engagée sur les réseaux sociaux. Le but, qu'elle se branche sur TF1 le samedi soir. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche comme ça, voilà. Est-ce que ça va marcher? Réponse dans quelques semaines. Je reviendrai et on fera le bilan si vous voulez. L'année dernière, quand même, plus de 4 millions de téléspectateurs pour The Voice. Hein, donc c'était quand même un carton. C'est l'un des divertissements les plus populaires du pape. Est-ce que vous regardez The Voice, Myri? J'adore.
C'est vrai? Mais oui. Bah voilà, faut le dire, face cam. Oui, non, mais je l'adore et ça étonne tout mon entourage. J'ai fait beaucoup de portraits sur la chanson française, etc. Et tout. J'adore ça. Vous seriez capable de prendre un micro et d'aller chanter devant tout le monde ou pas? Vous chantez, vous? Non, je chante très très mal. Non. Non. Vous voulez que je fasse pleurer? Alors ce soir, micro. Et Nora? Moi, j'adore The Voice. En fait, chaque année, je me dis, oh, flemme, toujours les mêmes. En fait, je regarde. Je regarde et j'adore. Bon, allez, je vous rappelle que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag PurMédia. Et vous pouvez aussi poser toutes vos questions à nos invités sur le site purmedia.com. Je regarde encore mes fiches pour dire ça. Et les réseaux sociaux de PurMédia. Des questions reçues, regardez, elles sont là. On a l'habitude maintenant dans PurMédia l'hebdo. Il y a 3 petites fiches, si j'arrive à les attraper, avec des piments. Donc ça, c'est simple. Hein. Bon, un piment, ça va. 2 piments, 3 piments, c'est pas forcément toujours sympa, quoi. Et ces questions, je vais y arriver, elles sont pour vous deux. Ok. Et Nora et Mireille. D'accord. Choisissez 1 piment, 2 piments ou 3 piments? Allez, je vais prendre 2. 2. T'es sûre? Oui, Moi, je veux 3. Mais bien sûr. C'est petit. Question pour toutes les deux. Bon. Les spectateurs, donc, vous adressez cette question. Est-ce que pour vous, la télé aujourd'hui est trop policée? Est-ce qu'elle s'auto-censure? Mireille? Elle s'est toujours auto-censurée. Oui. De tout temps. Je crois que c'est un peu le drame d'ailleurs des médias en général, c'est l'autocensure. Est-ce qu'elle s'autocensure plus aujourd'hui qu'autrefois? Peut-être. 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 Des chaînes en particulier, peut-être? Non, mais peut-être. J'ai l'impression... de toute façon, c'est très étrange parce que la télévision, on a l'impression de pouvoir aborder des sujets comme on veut. Ouais. Et puis tout à coup, voilà, on fait une machine arrière, etc. Donc c'est compliqué de voir exactement l'avancée par rapport à la société. Mais de manière générale, je réponds, je pense qu'on s'auto-censure un tout petit peu plus aujourd'hui. En réponse plus courte, Nora, oui ou non? Oui et non. Oui, bien sûr. Et un peu. Par contre, ce qui a évolué, c'est que par exemple les grands programmes sont maintenant surtout sur le service public animés par des femmes. Donc ça, c'est quand même assez nouveau. Oui. Il y a quand même des grands coups de pied dans la fourmilière. Il y a des documentaires sociétaux qui font avancer vraiment les choses, qui sont d'ailleurs, Mireille en fait partie, produits et réalisés par des femmes et qui changent vraiment les lignes. Donc en cela, je trouve qu'il n'y a pas d'autocensure. Question 3 piments? Allez. Ah bah bien sûr. Et Nora? Ah bah elle est pour vous en plus. Ah bah parfait. Pourquoi être resté si longtemps dans une émission où l'animateur humilie ses chroniqueurs à cause de l'argent, de la célébrité? Vous aussi, vous en avez humilié d'autres. Ce téléspectateur fait référence à votre participation, donc forcément à TPMP, chez Hanouna. Chaque fois, il n'y a que les médias qui me reparlent de cette émission. Je suis restée pour l'argent. Oui, clairement. Vraiment? Ah bah oui, bien sûr. J'ai pris aucun plaisir dans cette émission de TPMP. Non, mais si, je suis restée 7 ans. C'était donc, je suis partie il y a 10 ans. Donc c'est pour ça qu'on m'en parle très peu maintenant. Mais alors, je suis restée... Les 5 premières années, c'était super joyeux. Je me suis éclatée. Et je dirais que les 2-3 dernières où moi-même, je me disais, ah ouais, donc en fait, tu participes à un système quand même où toi-même, tu humilies des gens, toi-même, où j'étais très malheureuse. Ça m'a rendu mal physiquement. Et j'ai démissionné au bon moment. Et donc, les 2-3 dernières années, je suis restée pour l'argent. Benjamin. Vous avez eu des mots très durs. Il y a quelques mois, vous étiez invité du podcast de Chéra, une grosse youtubeuse, 2 millions d'abonnés. Vous avez eu des mots très durs sur TPMP et Cyril Hanouna. Je vous propose qu'on regarde la séquence et après, vous revenez dessus. J'étais persuadée qu'il fallait que je m'y perpétualise pour être valable à la télévision. J'ai aussi participé à des humiliations envers certaines de mes collègues. J'étais tellement malheureuse à Touche pas à mon poste parce que je me rendais compte que je commençais à être ma propre caricature. Je rentrais, je m'effondrais en larmes et tout, puis je me rendais bien compte que je servais quand même pas à grand chose, quoi. C'est pas Hanouna qui se tapait les foudres, c'est nous, c'est moi en particulier. J'étais payée pour critiquer les collègues. Moi j'étais là, c'était à celui qui remuait la queue le plus fort, quoi. La télé m'a beaucoup détruit, beaucoup. C'est hyper dur ce que vous dites là. Dur, je sais pas. Lucide et vrai, assurément. Oui, voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Comme je viens de vous le dire, j'ai participé aussi à ça allègrement. Puis c'était aussi une autre télé. Je me suis déconstruite, j'ai appris, je me suis remise en question. J'ai vu un psy. non, mais bon, voilà. Après, on fait pas. C'est comme dans tous les boulots. Parfois, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, puis on les fait quand même. Ça a abîmé votre carrière, selon vous, ou pas? Bah non. Non, la pardon. preuve que non. Oui. La preuve non, que ça fait 25 ans que je suis là. Je pense que je suis partie au bon moment. Mais peut-être des années
perdu ou pas? Peut-être un peu, mais j'ai eu la chance après, quand j'ai arrêté Touche pas à mon poste il y a 10 ans, de rebondir dans mon premier métier qui est celui de comédienne. Donc en fait, la décontamination s'est fait assez naturellement. Mais non, mais moi, je trouve qu'elle parle vrai. Et en plus, elle dit c'est pour l'argent. Mais oui, non, mais elle dit les gens qui disaient oh là là, t'as une mauvaise voilà. image. Moi déjà, je m'en moque complètement, ce qu'on pense de moi. Et puis après, mais il a bien fallu quand même. Et puis le théâtre m'y a aidé. Mais vous en moquez aujourd'hui de l'image, mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. Bien au contraire. Bah non, je peux vous dire que si je me moquais pas de mon image, j'aurais pas participé à cette émission, parce qu'on peut dire que j'étais particulièrement mise en valeur. C'était pas vraiment vous. Bah non, mais comme on est, vous n'êtes pas vous-même là, vous êtes présentatrice et tout. Alors vous faites des choses chics, mais on joue tous un rôle à la télévision, on n'est pas soi-même. Mais comme on l'est quand on bosse en entreprise, etc. Ouais, alors vous, oui, tout à fait d'accord. Oui, vous, Mireille, c'est différent. J'ai l'impression d'avoir été totalement là, mais moi, j'ai fait du divertissement. Vous voyez, donc dans le divertissement, on n'est pas soi-même. Et puis heureusement, je n'étais pas moi-même. Mais j'entends. Hein. Mais pour autant, moi j'ai l'impression qu'on peut justement et qu'il faut absolument être soi-même. La preuve, le documentaire, voilà, même, je l'ai appris de porter ce qu'on a en soi, et c'est le meilleur moyen d'ailleurs de faire carrière. C'est surtout de se ressembler. J'aurais dû vous rencontrer plus tôt. C'est le divertissement aussi qui fait ça. C'est un peu particulier. Parce que le divertissement, moi j'en ai fait du divertissement aussi. Allez, on continue dans un instant. Il y a Thierry Fontaine qui va nous rejoindre, le directeur de Pathé Live. On verra comment justement le cinéma fait aussi sa révolution. Mais avant cela, j'aimerais m'arrêter donc sur votre carrière, Mireille Dumas, 40 ans de télévision. Enora a dit des mots très jolis, effectivement. C'est vrai que balai masque, vie privée, vie publique, la vie à l'endroit, enfin autant d'émissions qui ont ouvert la voie. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Est-ce que vous partagez le même ? J'espère. En tout cas, l'idée, c'était de porter justement ce que j'étais à l'antenne, les valeurs que je sentais, en tout cas que j'avais envie de porter à l'antenne, surtout en partant du témoignage intime et de poser des problèmes de société. C'était ça. C'était pas tant parler de l'intime pour l'intime. Ce qui m'intéressait, c'est de partir justement de ce témoignage, du vécu de quelqu'un et de poser la problématique qui concerne et qui va parler à tout le monde. Avec de la respiration, avec plus de lenteur aussi. Oui, en écoutant. Plus de moments. Oui, en se donnant le temps de l'écoute, de l'observation, en n'ayant pas peur justement aussi des qu'en dira-t-on, des silences, éventuellement même des présidents de chaîne qui ne voulaient pas qu'on aborde tel ou tel sujet, d'avoir des sujets parfois qui étaient repoussés à beaucoup plus tard Des noms de présidents de chaîne qui ne voulaient pas on est dans une émission média, vous savez, moi on va pas déroger à la règle. Moi j'ai Jean-Pierre Elkabbach qui m'a fait comme ça, qui a déplacé une émission qui était prévue en prime en seconde partie de soirée, qui a pris peur à la suite d'un article dans les journaux. Je peux vous parler de beaucoup de choses que j'ai vécues. Et puis quand j'ai abordé tous les sujets sur quand même les violences faites aux enfants, le viol sur enfants, etc. Pendant des années, j'ai reçu beaucoup de lettres de menaces, d'insultes. On me disait. Mais pas de président de chaîne. Pas de président de chaîne. Là, je suis partie. Mais en revanche, non, vous a un peu écarté, c'est ça, ce que vous non, dites pas du tout. Non, pas du tout écarté pour ça. Non. Mais j'avais, ça remuait. Il y avait beaucoup de, on va dire, surtout dans l'Église, puisque ça touchait beaucoup aussi. On parlait beaucoup des enfants à l'époque. On me disait que j'étais un peu obsédée de voir beaucoup de violence et de viol. Et là, vous depuis 25 ans, je me dis, oh là, oui. La première. Oui. À parler de ça, du viol au sein de l'Église, vous avez été la première à le faire. On avait beaucoup de témoignages. Et c'est pour ça que souvent j'entends aujourd'hui, on en parle enfin. Mais non, on en parle depuis on écoute 30 ans. Voilà, on l'entend enfin. Benjamin Rabier. Et aujourd'hui, votre style, il cartonne sur YouTube. Votre chaîne YouTube, Ina, elle compte plus de 150 000 abonnés, plus de 66 millions de vidéos vues. C'était quoi les ingrédients d'une bonne émission ? Les ingrédients d'une bonne émission, c'est prendre déjà, je pense, un sujet qui vous tient à cœur, que vous avez envie d'aborder, de défendre, d'aller chercher de bons témoins. Ça, c'est très, très important. Et un bon témoin, c'est quelqu'un qui va pouvoir aller au-delà du témoignage, qu'on va pouvoir faire une petite mise en perspective. Voilà. Et puis après, c'est... On serait tenté de revoir les 40 ans de carrière, mais ce serait un peu long chez Mireille. Donc, on a fait un petit magnéto-zap. On n'a pas résisté. C'est mieux, regardez. C'est compliqué de répondre à cette question. Regardez. 6 enfants, ce qui est une famille aujourd'hui absolument colossale, de 4 pères différents. En général, ce sont les hommes qui se comportent comme ça, Lio. Mes enfants ont été toujours des appels de la vie. Si c'est ça, se comporter comme un homme,
Je vous assure, je n'ai pas une paire de couilles. On vous sent comme une petite fille, là. Oui, tout à fait. Oui, prise au piège. Il n'y a pas un souvenir plus qu'un autre. Non, vraiment pas. Bah, c'est formidable, c'est pour ça que vous rebondissez en permanence. Je dis pas que je ne les ai pas vécus, mais ça m'a pas marqué ma vie, en tout cas. Ça laisse un joli souvenir d'une maison que j'habite depuis près de 50 ans et qu'en fin de compte, qui n'a jamais été filmée et qui n'a jamais été vue par une caméra dans une émission aussi importante que la vôtre. Ça, c'est gentil. C'est vrai. On recycle pas mal les émissions qui ont cartonné à l'époque. Est-ce que si on vous proposait de refaire par exemple Bal et Masque, vous le referiez ou pas? Non, non. Franchement, je suis toujours étonnée de voir qu'on reprend des choses anciennes, etc. Cette espèce de nostalgie à reprendre. Je pense qu'il faut au contraire, et les jeunes aujourd'hui doivent innover, doivent porter. Et Nora, voilà, porte ces sujets. Je pense qu'on doit avancer et ne pas être toujours avec un œil tourné dans le rétro, évidemment. Alors en revanche, c'est bien moi que je le fasse sur une chaîne comme ça parce que ce sont des madeleines, c'est culte, etc. Et je retrouve des gens d'ailleurs que j'ai des personnes que j'ai interviewées il y a 20, 30, 40 ans, mais pour autant reprendre une émission, etc. Je trouve ça triste. Non. Mais on vous le propose. Est-ce que France Télé vous rappelle des fois pour dire oui, moi j'ai été rappelée beaucoup pendant longtemps, et puis je n'ai plus, à partir du moment où j'ai arrêté l'antenne, franchement, comme moi j'ai commencé d'abord dans la presse écrite, ensuite je suis réalisatrice et j'adore le documentaire, ce que je continue à faire pour France Télévisions, et beaucoup. Franchement, je m'éclate là-dedans. C'est un bonheur infini et je n'avais plus envie de cette pression de l'audience, de la régularité, etc. Bon, je suis dans un exercice beaucoup plus libre sur YouTube et je continue à faire mes docs, donc je suis contente. Mireille, on parle de la génération d'humains, mais non, c'est un bonheur de vous écouter, je ne peux pas dire le contraire. Écoutez, juste des adjectifs pour qualifier les personnes dont je vais vous parler. Si je vous parle parce qu'on parle de la jeune génération, Faustine Bollaert, un adjectif. Elle fait de la confession, elle aussi. Oui. Alors, si c'est pas un adjectif, en tout cas un petit mot. Adjectif, qu'est-ce que je veux dire, Faustine? Elle est empathique, je vais dire. Empathique. Frédéric Lopez? Oh bah alors, ça lui va très bien, ça lui va, ça lui va davantage. Lui aussi. Lui, c'est empathique plus. Tellement. Mais c'est très compliqué. C'est vrai que c'est difficile. C'est un peu un piège, ce que je vous fais là. Oui, parce que c'est dur. Moi, j'assume. Moi, je me sens encore plus proche de Frédéric. Bien sûr, parce que Frédéric, il est aussi réalisateur, etc. Il touche à... Voilà, on est dans une écriture plus proche, Frédéric et moi, que celle de Faustine, qui est plus dans la présentation intervieweuse. Un petit dernier qui maîtrise aussi le silence et la respiration, c'est Mouloud Achour. Ah ouais. Il est trop mignon. J'ai fait son émission. Ouais, vous avez participé à Click. Ouais, il est trop bien. Et en plus, il est très malin, très rapide. Il a l'œil qui frise. Oui. Et puis il est aussi. Il vous fait beaucoup parler, avec il vous fait dire plein de choses, avec aussi une bonhomie, une sympathie absolument extraordinaire, une joie de vivre. Alors, dernière chose, on a, avant de vous libérer, ma chère Mireille, on a décidé de piocher dans 40 ans de questions que vous avez posées à vos invités. Et alors, on a passé des nuits blanches, j'avoue. Surtout oui, oh là là, je vous crois. J'avoue, j'étais un peu dehors. Mais, je vous crois. Et Nora, est-ce que vous allez être prête à y répondre? Parce que figurez-vous qu'on a récupéré donc les sonores. Donc, c'est Mireille Dumas. Sonore qui interview. C'est trop bien. C'est vraiment la classe. Et je pense que ça va vous toucher aussi. Regardez, premier sonore. Quels sont les propos qui vous ont le plus choqué, qui étaient dits sur vous? C'est trop la classe. Alors moi, il n'y a rien qui me choque trop, mais peut-être, je sais pas, alors que c'est pas faux, que j'étais vulgaire. Ça, vous le supportez pas? Non, si, je le supporte, parce que c'est pas complètement faux, mais... mais ça, disons que, bon, la vérité blesse, quoi. Deuxième question de Mireille Dumas. Où est-ce que vous en êtes, vous, aujourd'hui, financièrement? Waouh! Oh là, waouh! Ça va. Ça pourrait aller mieux. Mais ça, non, ça va, je vais pas me plaindre. Non, je fais un métier de privilégié. Non, franchement, ça va. Ça va mieux qu'à une époque. Disons que réaliser des docs, c'est pas forcément le meilleur plan pour gagner sa vie, c'est ça? Franchement, les docs, ça va.
Non, ça va. Ça va les docs, Mireille? Ça va. Elle est productrice, Je vous retourne la Mireille. question, C'est une hein. patronne. Est-ce que ça va financièrement, Mireille? Pour moi ou de manière générale quand Je vous repose la même question que vous posez à non, Enora. moi, ça va très bien. Non, franchement. Non, mais ça va mieux qu'à une époque. Moi, je suis très à l'aise. Troisième question. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes épanouie? Absolument, Mireille. Je suis très... ouais, je suis très épanouie. Ouais, vraiment, je suis très heureuse. Quatrième question. Est-ce que vous avez réalisé à peu près tous vos rêves? Alors, non. Non, bien sûr que non, heureusement d'ailleurs. Un rêve inavoué? Vous pouvez avouer ce soir? Non, mais c'est très... Alors, c'est simple et pas simple. Je rêve d'aller au Japon, voilà. Une réponse basique, mais ouais, et c'est pas à la portée de toutes les bourses, justement. C'est à bon entendeur. Hein. Et jamais l'adoption d'un enfant? Ah, je l'adore. Non, parce que... Mais oui, vous avez vu ça, la pro? Non, mais quand on ne peut pas avoir d'enfant, il y a quand même... Et voilà, et cette question, elle est un peu d'ailleurs malaisante, parce qu'on n'adopte pas comme on adopte un pack de lait. Mais alors, la réponse est non, je ne veux plus non plus adopter d'enfants. Donc, c'est vrai, le travail a été fait. Ça y est, un travail général qui a été fait sur cette question, effectivement, de la maternité pour vous, Enora. Mireille Dumas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission On va vous libérer. On vous retrouve bien sûr sur les documentaires que vous réalisez, également sur votre chaîne YouTube Ina. Mireille Dumas, un grand merci à vous, Enora. On vous garde. Moi, je vous reste n'avez jusqu'à la pas le semaine choix. prochaine. Benjamin, on vous garde aussi. Super. Pareil. Et on va accueillir dans quelques secondes le patron de Pathé Live. Il s'appelle Thierry Fontaine. Son rôle à lui, c'est de révolutionner le cinéma et de faire venir le spectacle en direct dans les salles, notamment aujourd'hui, dimanche à 15h. Regardez ce qu'il fait. Thierry Fontaine, bonjour. Oh mais attendez, je suis ravie que vous preniez ce mug. Parfait. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le patron de Pathé Live, le directeur général, pour être exact, de Pathé Live. Également, oui, c'est chic, Philippe Bailly qui nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous comme chaque semaine, économiste des médias. On vient de le voir dans ce magnéto, sur ces images. Votre boulot à vous, c'est de révolutionner un peu les salles de cinéma et de trouver peut-être de nouveaux publics. C'est ça aussi, la quête? Oui, c'est tout ce qu'on peut faire, que ce soit les concerts, filmer, le théâtre, le ballet, l'opéra. On s'est aperçu, en effet, en interrogeant les spectateurs et en voyant leurs pratiques, que jusqu'à 7 sur 10 étaient des spectateurs qui n'étaient pas habitués au cinéma. Donc, créer des passerelles comme ça entre les scènes, c'est vraiment ce qui nous anime. Pas habitué au cinéma, mais pas habitué non plus, effectivement, à l'opéra ou à d'autres formes de concerts qui sont difficilement atteignables, à la fois financièrement et puis même pour la place, trouver des places tout simplement. Oui, c'est un peu le credo qu'on a. On ne veut pas galvauder cette expression, mais de rendre accessible ce qui peut être inaccessible, soit à cause du prix, soit parce qu'un spectacle est complet, qu'il n'y a plus de place. Et en fait, le cinéma, ça permet de créer cette passerelle et d'offrir plus de possibilités, que ce soit pour le Metropolitan Opera de New York. Oui. On ne va pas à New York tous les jours, on n'a pas l'argent forcément d'y aller. Et bien là, au cinéma, vous pouvez voir l'opéra en direct, la Comédie Française. 10 ans de partenariat incroyable. Avec la Comédie Française. 10 ans, oui. Incroyable. Ça, c'était vraiment concrètement, c'est clair. C'est une pièce de théâtre de la Comédie Française qui se joue devant vous au cinéma. En direct. En direct. Ça, c'est vraiment une volonté de Jérôme Sédou, le président de Pathé, parce qu'une vraie passion pour la comédie française. Et il avait cette envie qu'on montre aussi l'excellence française culturelle dans les cinémas. Et vous le voyez là pour ce qui va se passer tout à l'heure à 15h, qui va être un vrai événement. La Comédie Française ne joue pas à la salle Richelieu puisqu'elle est en travaux, donc au théâtre du Rond-Point. Oui. C'est complet, il n'y a plus de place. Donc le cinéma va permettre, parce que ce spectacle-là a une unanimité critique très rare. Les Femmes Savantes, mise en scène par Emma Dante, italienne. Elle a fait un travail absolument formidable. Les comédiens sont toujours au sommet. Même nous, dans les salles de cinéma, là, on est quasiment complet. Il reste des places en province, donc ça permet quand même à tout le monde de pouvoir en profiter. Et on est tellement proche d'être complet qu'on va rajouter une diffusion le 29 mars. Philippe Bailly. Oui, vous disiez tout à l'heure que cette
de vos spectateurs sur 10 n'étaient pas des habitués du cinéma. Alors, dans un moment où le cinéma, par ailleurs, a un peu de mal à faire revenir les gens après le Covid... Oh, ça va très bien depuis le début de l'année. En 2026, oui. 2025, c'était plus compliqué. Ouais. Mais est-ce que du coup, ces sets-là, ils reviennent ensuite voir des films? Est-ce que ça vous les aider à reprendre l'habitude de venir voir des films aussi en salle? Oui, parce que dès qu'ils reviennent dans la salle de cinéma, ils revivent l'expérience. Certains ne sont pas venus depuis longtemps. Ils voient aussi l'effort que les salles de cinéma font de se moderniser, d'améliorer le confort, les évolutions technologiques qui sont majeures. Et ça les convainc aussi de revenir dans cet espace-là. Puis un public effectivement qui n'est pas forcément aguerri à l'opéra, à ce type de culture-là. Et puis même l'endroit, le lieu, quelque part. Aller à l'opéra, peut-être que d'aller dans une salle de cinéma, c'est plus facile. L'opéra peut intimider. Et nous, on n'est pas là pour se substituer. C'est vraiment en complément de gens, même quand vous allez dans un stade, il y a des familles ou des enfants, vous pouvez avoir peur de la foule. Dans le cinéma, vous avez un espace qui est un peu plus protégé. Alors dans vos salles, il y a des spectacles d'humoristes aussi qui sont formidables, comme Foresti, ça avait fait un carton énorme, Florence Foresti, ou Blanche Gardin, c'est ça Alors Foresti, c'est très intéressant que vous la citiez. C'est elle, en faisant le direct depuis Bercy, c'était en septembre 2012, c'est elle qui a révolutionné cette activité. C'est une activité qui existe quand même depuis 2008. 2008. C'est pas nouveau. Mais mais c'était l'opéra et le ballet à ce moment-là uniquement. Ça. Et Florence avait souhaité justement diffuser Foresti Parti Bercy parce qu'il n'y avait plus de place. 85 000 personnes étaient venues assister dans les salles de cinéma en direct. Et ensuite, la deuxième étape vraiment qui a révolutionné, c'est Mylène Farmer, qui nous a fait confiance à 3 reprises pour 3 de ses films de concert qui ont battu tous les records. Indochine, Orelsan, Beyoncé, des cartons pleins Taylor Swift. Et puis il y a eu Jul. C'était fin octobre, début novembre. Et ça a donné ça dans les salles. Regardez. Les gens qui vont voir le concert de Jul au cinéma, est-ce que vous faites aussi des barbecues sur PowerPoint? Pour moi, vous n'êtes pas des fans, vous êtes une expérience sociale, je vous dis la vérité. Avec ça ou pas? Oui, alors je vous rassure, il n'y a pas eu de casse, les fauteuils c'était vraiment très bon enfant. Une ambiance de dingue. Mais vous avez 2 types de spectateurs. Vous avez des spectateurs qui veulent le vivre comme ça, la vraie expérience, et puis vous avez d'autres qui veulent voir le film. Tout simplement, et revivre. Donc c'est vraiment ce mélange, cet équilibre. Ça arrive. Ça fait penser au Rocky Horror Picture Show. Exactement. Souvenez-vous, un film qui existe depuis hyper longtemps et les gens le vivaient, se levaient, se déguisaient. Donc moi, je trouve ça hyper réjouissant de voir ça, que la jeune génération se réempare de ça comme ça. C'est vrai que c'était plutôt la télé qui retransmettait effectivement les grands événements massifs. Alors à la fois les couronnements, les JO, les événements sportifs et autres, les concerts. Le théâtre, on en a fait beaucoup, je l'ai fait aussi, moi d'ailleurs à France Télévisions. Mais c'est vrai que là, dans les salles de cinéma, c'est complètement nouveau finalement. Ça a supplanté un peu la télévision. L'administrateur de la Comédie Française, Clément Hervieux-Léger, il a une expression très jolie que je trouve, c'est faire public au cinéma. Alors que quand vous êtes devant votre télé, je suis désolé, on est sur une émission télé, vous pouvez être interrompu, vous pouvez regarder votre téléphone. Et là, vraiment, en faisant public, il partage. Il y a vraiment cette émotion commune. Le téléphone, je serais un peu... Non, je ne l'ai pas sur moi. Et sur le sport, d'ailleurs, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, parce que là aussi, en termes de reconstituer l'ambiance d'une tribune, etc., ça pourrait être quelque chose de fort. C'est arrivé, mais pas via Pathé Live, puisque ce n'est pas vraiment dans notre ligne éditoriale. On est vraiment sur le spectacle filmé. Il y a eu le match PSG-OM qui a été retransmis dans les salles de cinéma IMAX et c'était la même folie. Et là aussi, vous avez eu un énorme coup, vous avez fait un énorme coup avec ça, regardez. Janvier 2019, c'était le concert de BTS, énorme groupe de K-pop. Vous connaissez la K-pop ou pas, Philippe?
À travers mes enfants. À travers mes enfants. Faire un carton avec cette question. Non, qui a fait donc un carton dans le monde entier. Hein, vraiment, retransmission absolument énorme. Et ça revient en avril prochain, d'après mes infos. Exactement. Et en 2019, c'était encore sous le radar des médias. Hein. C'était vraiment, il y avait des bases de fans un peu souterraines. Ouais. Et on avait fait un carton mondial avec ce concert-là, qui était le premier à être diffusé au cinéma. Et après les 3 ans de service militaire, ils se reforment donc. Et le 11 et le 18 avril, ils offrent la primeur de leur nouvelle tournée des stades en direct au cinéma. Le 11 avril en direct de Corée et le 18 avril en direct de Tokyo. Benjamin. Et combien ça coûte si je voudrais aller au cinéma pour voir les BTS par exemple? 20 €. C'est un tarif unique. Et on parlait de sport, on parlait de télé, les droits des droits sportifs sont très chers. Est-ce que c'est cher de s'acheter un concert des BTS? Alors, c'est une remontée de recettes. Il n'y a pas de droit à acheter. C'est le ticket de cinéma que vous achetez pour cet événement. Ça se passe comme pour un film de fiction quand vous allez acheter. La salle de cinéma garde une part. Et ensuite, nous... Il n'y a pas de montant garanti de votre part? Non. Alors, il y a des concurrents, hein, je suis désolée, dans la PAT Live. Vous voulez un petit mot, Benjamin? Oui, bien sûr, on le voit, on parlait des stars de musique ou de sport, mais en ce moment, il y a les créateurs de contenu qui cartonnent au cinéma. On a vu Inoxtag avec Kaizen qui a créé l'événement, qui a même un peu bousculé les codes du ciné. Là, il y a quelques semaines, il y a Natou qui a fait un accord entre MK2 et YouTube. Est-ce que vous, les créateurs de contenu, c'est une piste éditoriale sur laquelle vous vous penchez? La ligne éditoriale de PAT Live, c'est vraiment le spectacle filmé. Et on va même jusqu'à d'autres types de spectacles, comme l'actualité qui est chargée pour nous cette semaine, avec le Filmatos, qui est le spectacle, pas le spectacle, pardon, mais le film sur la patrouille de France, qui est aussi une autre forme de spectacle et d'excellence française. Allez, on continue Pure Média l'Hebdo avec d'autres infos et surtout l'œil de Philippe Bailly. Philippe Médiamétrie publiera demain, lundi, donc ses audiences. Et on va s'intéresser à une chaîne qui bat tous les records d'audience. Franchement, c'est CNews. Oui, ces derniers mois, on était habitués effectivement à ce qu'ils fassent l'ascenseur tous les mois. Et demain, on se demande jusqu'à quel point ils vont avoir été secoués par les événements de ce début d'année. D'abord, le départ tardif de Jean-Marc Morandini, condamné définitivement le 14 janvier. Alors à ce moment-là, Canal+ a fait comme si de rien n'était, et ça c'est l'émission du lendemain. Jeudi 15 janvier 2026, Morandini Live numéro 1786 sur CNews, première chaîne info de France. Bonjour et bienvenue. Ouais, mais la pression a continué. Alors le 9 janvier, Morandini a dû jeter l'éponge et annoncer sur X son retrait. Ça, c'était le premier choc. Oui, puis après, il y a le départ de Sonia Mabrouk. Oui, qui est arrivé, ou qu'on a senti arriver. Quand elle recevait le député Jérôme Guedj dans la matinale, c'était le 19 janvier. Ouais. La décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews qui a assumé cette décision. Ouais, on a senti à ce moment-là que la rupture était déjà presque consommée. Donc ça a été officiel le 6 février pour CNews, le 13 février pour Europe 1. Et donc finalement, Sonia Mabrouk et le groupe Bolloré, c'est fini. Et le troisième temps, l'arrivée donc sur BFM. Il aura juste fallu attendre une petite semaine avant que le Figaro révèle sa destination. Dans une interview le 20 janvier, exclu donc du Figaro, un scoop, mais beaucoup de questions. D'abord, le fait que Sonia Mabrouk n'arrivera à l'antenne pas avant la fin d'été, la dernière semaine de mois d'août, puisqu'elle est enceinte actuellement. On sait aussi qu'elle ne présentera pas la matinale, ce qu'elle faisait chez CNews Europe 1, l'interview de la matinale. Par contre, sur ce qu'elle fera exactement, c'est encore un point en attente. La question maintenant, ça va être l'impact de tout ça, de cette séquence. Du côté CNews, l'antenne a été reconstruite de manière à pallier donc les deux départs, Morandini et Mabrouk, avec un début compliqué pour 100% Frontières, lancé avec le magazine de très très à droite Frontières, mais qui pour l'instant perd 15-20% d'audience par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et puis deux petites infos peut-être qui font réfléchir pour terminer. Sur l'audience, les chaînes info, ça fait beaucoup d'audience, plus que France 3 à L4. Mais côté finance, c'est beaucoup moins facile, puisque les 3 chaînes privées perdaient l'an dernier au moins 50 millions d'euros à L3. Comme quoi, l'information, ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent. Thierry Fontaine, vos projets, un gros coup que vous êtes en train de mettre en place. Une dernière confidence juste pour nous, pour Pure Média l'Hebdo. Aujourd'hui, on annonce le concert de Santa. Santa ? Oui. Trop bien. Génial. C'est quand ça? Ça sera jeudi 4 juin.
Je prends mes places déjà. Voilà. Direct. Et partout en France. Voilà. Suisse, Belgique également. Ouais. Et je ne peux pas vous dire la surprise qu'elle réserve à ses fans, mais vous verrez. Restez connectés. J'aimerais vous confier d'autres artistes, mais regardez, le 2 juillet, il y aura quelque chose de très gros, fin septembre également. Et sur l'humour, il y a juste une artiste mais vraiment qu'on adore, c'est Laura Lone, et qui a voulu, c'est elle qui voulait tenter l'aventure cinéma en direct, ce qui est risqué pour un artiste, et donc il faut le saluer. Et elle a ajouté une date à Lille. Ce sera la dernière de sa tournée, le 19 avril, en direct au cinéma. Pour être en direct au cinéma. Paul Mirabel aussi, qui a voulu tenter cette aventure vient, le 28 mai. Artus, en septembre. Cette année, vraiment les artistes français. C'est sûr, un one-woman show. Non, mais franchement, on s'est posé souvent la question pour vous, Enora. La scène, le one-woman show, c'est la scène, j'en fais depuis 20 ans. Non, le théâtre, c'est pas pareil. Ah, là, ça va arriver à un moment. C'est vrai? Écriture? Oui. C'est en écriture ou pas? Oui. Elle est forte. Merci en tout cas à vous, Benjamin Rabier, merci beaucoup d'être venu, Philippe Bailly également, bien sûr. Enora Malégré, superbe documentaire très fort. Pourquoi t'as pas d'enfant, mardi soir à 21h sur France 5. Thierry Fontaine, merci le beaucoup. Cinéma, merci à vous. Le cinéma Pâté, donc live, qui joue le live tous les après-midi, notamment avec la Comédie Française. C'est ça, 15h aujourd'hui. À 15h, il faut que j'aille au théâtre du Rond-Point. Écoutez, je pars avec vous. L'émission est en replay sur notre chaîne YouTube Pure Média et sur t18.fr. Et vos réactions évidemment sur le hashtag Pure Média. Bonne semaine à tous, salut.